Chaque fois qu'on se replonge dans la correspondance des poilus de la Première Guerre mondiale, on est choqué de se rendre compte qu'on avait oublié. Oublier la sensation étrange d'entrer dans l'intimité de ces vies broyées par l'histoire et qui se racontent aux mères, aux sœurs, aux épouses. Oublier la nausée que provoquent les descriptions de ces visages cassés, de ces corps déchiquetés. Oublier l'immense vanité de la guerre qui nous oppresse à chaque ligne. Mais au-delà du rappel brutal, une chose nous a toujours surprise. La plupart du temps, on ne peut pas lire les réponses de ces lettres. Bonjour à tous et bienvenue à la médiathèque de Valence pour ce 6e épisode des Booktubes du patrimoine. Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La guerre de mouvement est une hécatombe qui s'écroule sur les plaines de la Marne. Alors, les soldats français et allemands s'enterrent dans des tranchées pour 4 longues années. Dès lors, l'avant et l'arrière semblent 2 univers étanches. Et tandis que les poilus grelottent dans leur cagnard en maudissant les embusqués, ces planqués qui ont trouvé une bonne raison d'éviter le front, les femmes participent à l'effort de guerre à leur façon. Entre ces deux camps, la communication est d'abord permise par la presse, qui diffuse essentiellement la propagande d'un gouvernement qui n'avait pas mesuré la difficulté de la guerre. Elle est aussi permise par les soldats qui, à partir de 1915, obtiennent des jours de permission, ou encore par les blessés qui sont rapatriés. Enfin, elle est permise par les lettres, bien qu'elles soient contrôlées par le bureau des postes qui traque toute information jugée démoralisante. Alors, ces réponses aux lettres de poilus, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les lire? D'abord, il y a un problème pratique. Au front, vous subissez en permanence une pluie d'obus qui retourne à la terre. Alors pour préserver quelques feuilles de papier... Ensuite, il y a une hiérarchie de la parole. Celle que l'on va conserver parce que l'on considère qu'elle a un intérêt pour la postérité, c'est celle du héros. Et le héros, c'est le soldat. Alors, si la femme est présente, c'est sur l'image, au dos des lettres. Sur des dizaines de milliers de cartes postales figure le personnage de l'infirmière, dont l'imagerie s'est répandue partout dans la société, mais selon une représentation très uniforme. Qu'elle soit bonne sœur ou laïque, l'infirmière est représentée comme une femme jeune, jolie, mince, propre, et qui soigne les blessés dans un cadre qui rappelle plutôt les bobos de l'enfant maladroit que la salle d'amputation. Surtout, elle le fait avec un grand naturel, car au fond de chaque femme, il y a une infirmière qui attend une guerre de 14,9 millions de morts pour se révéler. Derrière cette image d'Épinal, la réalité est évidemment bien plus complexe. Même si la professionnalisation du corps médical a commencé à la fin du 19e, la France n'est pas encore prête quand commence le conflit. Les hôpitaux temporaires, qui poussent comme des champignons sur le corps gémissant de la France, peinent à recruter des infirmières compétentes. Il faut donc former des femmes au plus vite. Sur les 100 000 infirmières qu'on comptera en 1918, 2 tiers sont celles de la Croix-Rouge, qui sont des bénévoles rigoureusement formés et issus de toutes les classes sociales. 10 000 autres sont des religieuses restées sur le territoire malgré l'expulsion des congrégations et que leur compétence rendra bientôt indispensable. Enfin, on compte environ 10 000 soignantes bénévoles, qui sont remplies de bonne volonté, mais généralement un peu ignorantes des avancées de la médecine et de l'hygiène. Dans les hôpitaux donc, comme à l'usine, les femmes ont été invitées à quitter leur foyer pour participer à l'effort de guerre. Elles entrent en très grand nombre dans le monde professionnel et rencontrent des hommes de milieux différents, alités qui plus est. C'est un bouleversement de grande ampleur, qui touche notamment Mademoiselle Pascalini, une infirmière dont la médiathèque de Valence a conservé ce document. Intitulé Carnet de guerre, cet ouvrage est en fait le livre d'or des soldats soignés par Mademoiselle Pascalini, qui lui écrivent de chaleureux remerciements. Elle-même n'écrit rien. C'est à nouveau une parole d'homme sur cette femme dont on sait peu de choses. Née en 1886 à Toulon, elle est devenue institutrice à Angoulême, où avec le début de la guerre, plusieurs hôpitaux temporaires se sont dressés. Elle travaille au sein du numéro 9, sous le simple statut de soignante bénévole. Loin du front, il faut s'occuper de la rééducation des amputés et du soin des malades. C'est donc une période de repos avant le retour au front. Et dans ces conditions, les soldats garderont d'elle un souvenir bien heureux. Le petit carnet, de la rapide annotation au dessin en fusain, en passant par le poème enflammé, nous témoigne surtout de la place qu'a occupée cette jeune femme, qui, loin du stéréotype de la soigneuse de bobo, menait régulièrement des soins complexes et sanglants, en plus des tâches domestiques. Nurses at that time, and throughout the war, had a very broad scope of practice. I think, in some ways, broader than we have now as nurses. Soumise aux médecins tout-puissants, Mademoiselle Pascalini révèle pourtant dans ses portraits une grande profondeur. Parfois celui d'une mère, d'une maîtresse d'école pour les jeunes illettrés, peut-être même d'une amante, comme le suggère ce dessin intitulé Une idylle. C'est celui d'une femme qui s'épuise à la tâche et qui pourtant déclarera plus tard « À l'hôpital, je ne faisais presque rien ». Ces documents n'ont l'air de rien, mais ils sont presque le seul bien que Jeanne Pascalini conservera jusqu'à sa mort. Ils ont joué pour elle le rôle qu'ils jouent désormais pour nous, et ils nous aident à ne pas oublier.